À la une ce soir, commémoration des 170 ans de l'abolition de l'esclavage en France. À Schellcher, des collégiens ont participé à un dépôt de gerbes. Le président de la République a fait plusieurs annonces à Paris. Nous y reviendrons dès le début de ce journal. La commune du Robert, toujours perturbée par les algues sargasses, des odeurs insupportables et des conséquences sur l'activité des pêcheurs. Nous y reviendrons dans un instant. Il sera question de culture avec la Biennale de danse de l'Atrium. Ce dimanche, le public est notamment invité à danser sur la scène. Nous en parlerons avec notre invité ce soir. Et puis le résumé de la première étape du Tour cycliste de Martinique Junior. C'était cet après-midi. Robert Sainte-Marie, 75 km. Et c'est Florian Saint-Louis du Madinina Bikeuse qui remporte cette première étape. Résumé à suivre à la fin de cette édition. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. C'est un décret daté du 27 avril 1848, proclamation officielle de l'abolition de l'esclavage en France sous l'impulsion du secrétaire d'État de l'époque aux colonies, Victor Schellcher. 170 ans plus tard, dans la ville éponyme de l'abolitionniste, des jeunes Martiniquais se souviennent. Voyez le reportage de Marie Tricot. Au nom du peuple français, le gouvernement provisoire, considérant que l'esclavage est un attentat contre la dignité humaine, qu'en détruisant le libre arbitre de l'homme, il supprime le principe naturel du droit et du devoir. C'est par ces mots qu'il y a 170 ans, le décret définitif d'abolition de l'esclavage libérait 74 000 esclaves martiniquais. Qu'il est une violation flagrante aux dogmes républicains, liberté, égalité, fraternité. Des mots lus aujourd'hui par des adolescents qui redécouvrent leur histoire. J'y ai pas mal réfléchi quand même avant parce que c'est quand même l'histoire de la Martinique et de là où on habite, il faut quand même le savoir. Mais surtout que maintenant qu'on me l'a donné, je me suis beaucoup plus intéressée à ce genre de choses et j'en suis bien contente. Un décret porté à l'époque par l'illustre Victor Schellcher. Et pour éclairer l'action d'une personnalité encore décriée, c'est par la voix d'un autre homme d'importance que les collégiens ont tenu à lui rendre hommage, dans un texte signé Aimé Césaire, rédigé 100 ans après l'abolition. En soi, quand on écrit, c'est pour que les générations futures n'oublient pas. Donc je pense que c'était important de lire ce texte. Ils ont su mettre l'accent là où il fallait dans les textes et avec un petit peu plus de difficulté quand même pour le texte de Césaire parce que les phrases sont un peu plus complexes. Donc il a fallu qu'on s'arrête là-dessus pour remettre les choses en place, voir ce qui se disait, le sens des choses. Mais je pense que ceux que j'ai choisis ont été très contents d'avoir été choisis parce qu'ils ont senti l'importance du moment. Victor Schellcher, longtemps mal aimé, est rétabli par la commune qui porte son nom. 170 ans plus tard, Schellcher qu'a songé. À l'époque, il y avait une pensée unique. Il y avait une mentalité qui était bien établie. Et dans le combat pour l'abolition, Victor Schellcher a dû dépasser les idées qui étaient les siennes au départ. Il a dû dépasser par conséquent ses propres préjugés. Et je pense que l'on dit que l'un des plus beaux combats qu'un homme peut mener, c'est de se battre contre lui-même, contre ses propres préjugés. Et par conséquent, Victor Schellcher a réussi à dépasser un certain nombre de choses. Et ça aussi, ça mérite d'être salué. Plus que les faits historiques, ce sont les élans humanistes qui retiendront leur attention. Le décret abolitionniste a également été célébré dans l'Hexagone. À cette occasion, Emmanuel Macron a confirmé la création d'une fondation pour la mémoire de l'esclavage. Et justement, les images du président Emmanuel Macron, il était ce matin au Panthéon à Paris pour une cérémonie officielle. Des textes d'Aimé Césaire ont été déclamés par le comédien Jacques Martial en présence de nombreuses personnalités. Une cérémonie retransmise en direct à la télévision, mais pas accessible au public. Ils étaient une poignée à quelques mètres du Panthéon pour participer à leur manière à ce moment de recueillement à Paris. Le reportage de notre correspondant Christian Bonardel. Ils ne sont pas nombreux à être présents en face du Panthéon. Des barrières en interdisent l'accès. La majorité des badauds ne savent même pas pourquoi le président de la République s'y rend cet après-midi. Ceux qui le savent ont plutôt des avis réservés sur cette cérémonie. Alors la question pour moi, c'est à quoi joue-t-on? Et je reviens aussi pour l'abolition de l'esclavage. Alors je demande le multiculturel pour qu'on puisse ouvrir les horizons. Une reconnaissance beaucoup plus marquée, je dirais. Une reconnaissance beaucoup plus marquée par rapport à ce qui s'est passé véritablement, afin que ce type de choses ne se reproduise plus. Jeff, également guadeloupéen, regrette amèrement d'être contraint de suivre la cérémonie sur son smartphone.
Regardez, on ne peut même pas s'approcher vers le président, on ne peut pas s'approcher vers le Panthéon parce qu'il y a une sélection. Et on parle de l'abolition de l'esclavage. Mais pour moi, en général, que tout le monde pouvait accéder là-bas parce qu'il y a une sélection. Et ça fait diviser encore les gens. Le président de la République a fait 3 annonces. La création d'un musée de l'esclavage en Guadeloupe au Mémorial Acte. Le musée de la Marine accueillera quant à lui la fondation qui met en lumière le champ de l'abolition de l'esclavage. La 3e annonce concerne le nom des esclaves qui ne resteront plus anonymes. Eh bien, ce sera au jardin des Tuileries où il y aura un mur des noms avec le nom esclave, le numéro d'esclave et surtout le nom de l'affranchissement une fois que l'esclave est devenu libre et affranchi. Et donc là, ce sont de beaux symboles. Le prochain temps fort de commémoration aura lieu au Sénat le 10 mai en présence du Premier ministre Édouard Philippe. Dans le reste de l'actualité, le mauvais feuilleton interminable dans le dossier Mosaïque, toujours à l'arrêt ce vendredi, tout comme les négociations, elles sont restées au point mort. Et pour les usagers, c'est l'exaspération. On voit cela avec le reportage de Johan Boulard. Des bus encore à l'arrêt, des salariés toujours en grève et une enseigne de plus en plus impopulaire. Maintenant, cette grève-là, à l'heure actuelle-là, 4 semaines de grève, ça a assez duré là maintenant. Tout le monde en bêtise, même moi, j'ai un fils qui va prendre un examen, mais il ne peut pas, mais c'est vrai, il ne peut pas, mais pourquoi? Mais il n'y a pas de bus, il faut l'enfant prendre des bus. Quand il sortit Bocaïmon Châteaubœuf, pour y descendre, pour y aller prendre numéro 5, pour aller à Moutalamep, il n'y a pas. Ras-le-bol aussi de devoir faire des plans sur la comète. Vous vous levez, vous dites bon, je vais faire ci, et puis quand vous vous levez, il n'y a pas de bus. Mais si c'est frustrant, monsieur, vraiment gênant, ça c'est vraiment gênant. Alors, place au système D. Petite voiture personnelle. Il y avait déjà 2 personnes là-dedans, et la voiture a attendu encore 2 personnes. Il a dit que c'est 4 kilogrammes. Et puis je lui ai demandé combien, il m'a dit 2 €. C'est pas toujours évident, parce que le taxi pour sortir ici, pour monter Violet-la-Montagne, c'est 20 €, hein. Et c'est sur la route de Goudou, c'est même pas au Lamentin. Et puis, bon, j'ai des amis qui me disent de temps en temps, même la patronne de temps en temps. L'insécurité, l'argument avancé par les chauffeurs de la CFTU. Interdit de pénétrer sur le site, nous avons dû nous contenter d'un bref entretien téléphonique. Les salariés réaffirment leur volonté de reprendre le travail, mais à condition que le réseau soit entièrement rétabli. Un redémarrage soumis donc au versement des congés payés du sous-traitant Transcapital à ses salariés. Malgré nos nombreuses sollicitations, le syndicat représentatif de cette entité ne nous a pas recontactés. Les usagers du réseau devront une fois de plus prendre leur mal en patience. Les algues sargasses repèrent les établissements scolaires fermés jusqu'au 2 mai, sauf le collège Paul Saint-Fort qui est resté ouvert aujourd'hui pour un forum des métiers destiné aux élèves de 4e et de 3e. Un rendez-vous qui s'est tenu sans incident malgré les nuisances olfactives. Écoutez ces réactions recueillies par Guy Raphaël René. La décision a été prise de fermer l'établissement, mais je suis quand même, pour ma part, très heureux qu'on ait pu quand même faire notre forum parce que ça fait quand même 4 mois qu'on travaille d'arrache-pied. Ça aurait été vraiment regrettable que nous perdions tout sur ce petit problème climatique. Bon, mais ce n'est peut-être pas aussi un petit problème. Là aussi, j'en profite pour dire que quand même, ce n'est pas la première fois que nous avons à cette période des problèmes avec les sargasses. Donc il faudrait quand même qu'on en soit bien conscient. C'est très difficile la période au point où nous sommes obligés de nous arrêter. Ça n'est pas le moment pourtant, on est en pleine préparation d'examen et pourtant il faut le faire. Je suis au regret quand même de constater que les années passent et pourtant le problème perdure. Effectivement, le collège, lui, sera fermé, mais j'ai aussi donc un autre enfant scolarisé. Et donc l'établissement est fermé depuis aujourd'hui et jusqu'à mardi prochain. Je l'ai su hier. Ça c'est en primeur, hein. Voilà, exactement, en primaire. Donc je l'ai su hier. Et bien, comme je disais, donc après, il faut pouvoir s'organiser. Pour l'instant, donc, ayant du temps libre, donc j'ai pu, du jour au lendemain, agencer avec cette information. Mais il est vrai que lorsque nous sommes dans le milieu professionnel, annoncer ça comme ça la veille pour le lendemain, il faudrait donc pouvoir s'arranger avec son patron, qui peut ou pas être tolérant. Donc ça implique effectivement des difficultés supplémentaires.
surtout que ça dépend effectivement de l'âge de l'enfant. Donc il peut être même à rester lui-même à la maison ou on doit chercher une garde quelconque. Il n'y a pas que le fonctionnement des établissements scolaires qui est touché au Robert, mais l'ensemble des habitants du littoral, les pêcheurs aussi. Certains s'interrogent sur les conséquences des algues de sargasses, sur les ressources marines. On fait le point avec ce reportage de Guy Raphaël René. Si dans le bourg la situation s'améliore, le Robert reste l'une des communes les plus touchées par les sargasses. Mehdi est marin-pêcheur depuis 20 ans. De mémoire, l'invasion de cette année est la pire qu'il ait connue jusqu'ici. L'année dernière, 2 fois plus. Ah ouais, en quantité, ah ouais, 2 fois plus. Les plaques là, super grands large là. Mais l'année dernière, il y a moins de poissons dedans. Et au niveau des CP, comme il faut que nous fassions la traîne pour nous prendre les appâts, pour nous pêcher goa, ça peut être difficile de prendre les appâts parce que toujours mis en sargasse dans ces plumes là, donc c'est pas évident. Et ce n'est pas fini parce que il y a un patch sargasse dehors toujours. Mais les plus impactés par les algues brunes sont les habitants des quartiers Pontaléry et Pointe-Savane. Gabriel souhaite s'installer au quartier Pontaléry dans l'ancienne maison de ses parents décédés. Mais la concentration de sargasses y est tellement importante qu'elle refuse d'y aller pour le moment. On est près de la mer complètement. Vu avec les sargasses, on peut pas. Je peux pas. Moi-même, l'odeur, ça me va pas du tout. J'attrape mal à la gorge, mal à la tête. J'ai jeté machine à laver, réfrigérateur, congélateur, télé. Et la cuisinière là n'est pas bon, je vais jeter aussi. Tout ça à cause des sargasses. Et les robinets sont tous abîmés et on ne peut pas utiliser du tout. Pratiquement livrées à elles-mêmes, les municipalités se sentent démunies face aux invasions récurrentes. Selon Alfred Montieu, la problématique sargasse mériterait beaucoup plus d'attention et de moyens pour mener des actions concrètes dans les communes. On enlève les sargasses le matin, le soir il y a encore des sargasses qui sont arrivées. Pourquoi ne pas mettre des engins sous la mer comme nous l'avons souhaité depuis 2014. Puisque nous pouvons prendre des sargasses au large, mais pas à terre. Actuellement, il y a le parc naturel marin qui nous dépossède de la mer. Donc nous n'avons plus de compétences sur la mer. Le parc naturel marin, l'État français devrait prendre en considération ce problème-là. Parce que les sargasses, nous avons interpellé pour qu'on puisse mettre les sargasses dans la catégorie des catastrophes naturelles. Et puis après, on va déclarer si c'est catastrophe, mais de mettre dans la catégorie des catastrophes naturelles. Une catastrophe à la fois sanitaire, économique et écologique. À certains endroits, c'est la faune marine qui en subit les conséquences. Lorsqu'elle s'accumule et qu'elle s'agrège le long des côtes, il y a une concentration excessive. Elle consomme tout l'oxygène qui se trouve autour d'elle. Puis elle se décompose, consommant encore plus d'oxygène. Et du coup, toute la faune associée, voire la faune des zones qu'elles occupent, en manque d'oxygène, finit par mourir. Ce qui est visible, ce sont la mort des poissons. Mais ce qui est moins visible, mais qu'il sera bientôt, c'est que tout ce qui est en dessous de ces accumulations d'algues est quasiment stérilisé. C'est-à-dire que les herbiers, les coraux qui se trouvent en dessous, etc., pas de lumière, pas d'oxygène, finissent par mourir aussi. Les premières invasions ont débuté en 2011. 7 ans après, les communes sont toujours à la recherche de solutions et restent impuissantes face aux arrivées massives de sargasses. On poursuit ce journal les assises nationales du transport aérien lancées depuis le 20 mars 2018. Le député Serge Letchimy est le président de la commission Performance Outre-mer. Dans le cadre de ces assises, il revient pour nous sur les enjeux de ces rencontres au micro de Johan Boulard. Écoutez. Nous avons en fait 3 grands niveaux. Comment améliorer les relations, les liaisons aériennes entre l'Hexagone et l'Outre-mer? Il y a des périodes où les billets sont très acceptables et puis il y a des périodes où les billets sont très chers. Donc il faut améliorer ça. Deuxièmement, il y a des problèmes de contrôle, la performance, la compétitivité, la qualité, la connexion par rapport à l'Europe. Il faut absolument qu'on puisse ouvrir le ciel entre les accords au niveau européen, signés entre les États-Unis et l'Europe, les accords nationaux, les accords bilatéraux, où on doit impliquer les collectivités régionales d'outre-mer. L'autre niveau, c'est bien sûr la connectivité infrarégionale Caraïbes. Comment, dans la région, on peut mieux aller à Saint-Domingue, aller en Jamaïque, aller
à Trinidad dans des conditions qui sont acceptables. Et là, c'est un nouveau défi. Restez avec nous à suivre dans votre journal. Nous irons en Guadeloupe. 7 mois après le passage de l'ouragan Maria, l'industrie de la banane relève la tête de l'eau, sort la tête de l'eau. Nous le verrez dans un instant. Nous reviendrons sur le programme sport de ce week-end avec notamment la suite des playoffs en basket et en handball. Enfin, votre JT des communes ce soir. On va revenir sur la chanteuse Régine Sainte-Foy qui fête cette année ses 21 ans de carrière. Après le passage, vous le disiez, de l'ouragan Maria aux Antilles, 80% de la banane antillaise, guadeloupéenne notamment, avait été détruite. Presque 7 mois après, quel bilan faire de cette catastrophe, notamment pour les exploitants de l'île Sœur? Élément de réponse avec Linda Carriercy et Patrick Curie. 7 mois après le passage de l'ouragan Maria, difficile de croire que l'exploitation Changuy a souffert. Pourtant, elle n'a pas été épargnée. 30% de la production a été perdue. Quand on voit ça, on se dit qu'il faut redémarrer. On n'a pas le choix. Bon, l'État a mis en place un système de chômage technique. Le FAFCA a mis en place des formations. Nous avons mis une partie du personnel en formation, une autre partie en chômage technique et l'autre partie reste au travail pour pouvoir relancer la machine. Nous l'avons relancé à 30%. La filière se remet progressivement des intempéries avec des objectifs bien précis pour un retour remarqué sur les étals. Le grand challenge du groupement de producteurs en 2018 et 2019, c'est de mettre 4 ou 5 centrales ultra modernes pour la pénibilité au travail, de manière à ce que les salariés qui vont travailler dans ces stations, comme vous le constatez aujourd'hui, où il y a une robotisation extrême, les salariés seront dans des conditions de travail extraordinaires par rapport à ce qu'on avait connu. Plus de moyens donc pour une banane désormais d'appellation française, mais aussi équitable, dédiée notamment à la petite production, moins de 500 tonnes. Le groupement des producteurs mise également sur une banane durable, en mettant en place notamment un plan vert. Articulé autour d'une part l'assainissement des sols, c'est-à-dire mise en place de plantes de couverture, c'est-à-dire pour diminuer, voire arrêter l'utilisation des herbicides. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier a été d'améliorer la fertilité des sols, donc d'emmener de la matière organique. Donc cette matière organique, c'est un compost en fait qui est issu des déchets verts, donc de l'élagage de toutes les communes, de la vinasse, de la bagasse. Donc ça fonctionne un peu en économie circulaire et ça permet d'améliorer la fertilité des sols et d'avoir des plantes en meilleure santé. Et le troisième point aussi, c'est de piéger le charançon, donc de ne pas utiliser de produits phytosanitaires, mais d'utiliser le piégeage naturel pour réduire la population de charançon, qui est un petit insecte qui attaque le bulbe du bananier et qui empêche son développement racinaire. Cette année, les acteurs de la filière comptent produire 35 000 tonnes de bananes, 45 000 tonnes en 2019. L'objectif, atteindre d'ici 3 ans le quota de production qui est de 77 000 tonnes. Retour en Martinique, on va parler culture avec notre invité, le directeur adjoint de l'Atrium, Bernard Lagier. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation culture et notamment cette biennale de danse de l'Atrium. Encore beaucoup de spectacles cette année. Quel est le thème de cette édition ? Cette année, nous sommes à la fois sur 3 axes. Un axe de continuité, parce que nous rendons hommage pour cette biennale à Marie-Hélène Nat, qui est véritablement la mère de la danse contemporaine à la Martinique. Mais nous sommes aussi dans la continuité de ce que nos prédécesseurs ont commencé. Et cette continuité, c'est d'abord de la diversité des styles, des esthétiques et diversité des types de rencontres que l'on peut avoir au cours de cette biennale. Alors justement, on va voir tout de suite un petit extrait en fond d'écran d'un spectacle, Le Cri de la chair, notamment d'un chorégraphe africain. Vous pouvez nous présenter un petit peu ce spectacle? Alors c'est la compagnie Seydou Boro qui est dirigée par Seydou Boro lui-même, qui est un chorégraphe burkinabé qui, pour ce spectacle, pose le questionnement des catastrophes contemporaines et singulièrement comment ces catastrophes impactent le corps des vivants, comment nous arrivons à nous refaire à partir de ce que nous avons vécu, de nos souffrances. Seydou Boro, c'est un chorégraphe africain, mais qui puise dans l'énergie traditionnelle africaine ses mouvements, et il associe à cela le buto
et le flamenco. Alors ça c'est demain donc à 20h. Demain à 20h dans la grande salle, la salle Aimé Césaire. Et c'est véritablement un des grands spectacles. Alors un autre spectacle, on va changer de continent asiatique cette fois-ci avec des Japonais. Je danse parce que je me méfie des mots. Karo Ito, c'est une très grande chorégraphe japonaise et elle vient nous présenter ce spectacle, Je danse parce que je me méfie des mots, qui est aussi un des grands moments de cette biennale. Un spectacle familial, on peut le dire. Un spectacle qu'on va qualifier de familial parce que son père, Ishiro Ito, qui a 80 ans, danse aussi avec elle. Et monsieur Ito, qui est arrivé ce soir, est en pleine forme et c'est un monsieur extrêmement dynamique. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que ce spectacle a déjà traversé beaucoup de scènes dans le monde entier. Alors on va traverser des océans, mais on va aussi rester en Martinique avec notre danse traditionnelle. Et ça, c'est la journée de dimanche. La journée de dimanche qui sera essentiellement axée sur, on va dire, tout ce qui est patrimonial, puisqu'elle va commencer dès 16h avec des ateliers d'initiation au belay, avec l'association Canigoué, des ateliers d'initiation à la quadrille des lanciers. C'est une spécialité franciscaine. Et puis, à partir un petit peu plus tard, vers 17h30, nous irons sur l'esplanade, d'abord avec un spectacle de Sonia Marc, que tout le monde connaît sous le nom de La Soso, qui est associée à une autre grande chorégraphe martiniquaise, Josiane Antourelle, va nous présenter un spectacle qui s'intitule « Je dis comme ça, demain différemment ». C'est un pont entre Haïti et la Martinique. Ce sont des danseurs haïtiens, martiniquais, des musiciens martiniquais qui vont nous proposer ce spectacle. Alors à l'occasion, on pourra notamment danser. Le public est invité à aller sur la scène. Non, pas pour ce spectacle-là. Sur les ateliers, oui, le public sera invité, c'est gratuit pour les ateliers d'initiation qui vont avoir lieu dans les studios de Tropicatrium. Et puis après ce spectacle de Je dis comme ça, demain différemment, c'est l'association M4 qui va nous présenter son spectacle Ramasser Songer, qui est chorégraphié par Rita Ravier, mais aussi par feu Jacqueline Nudbert. Jacqueline Nudbert qui était la chorégraphe de l'association AM4. Et donc, cette journée, d'ailleurs, lui sera dédiée. C'est un grand spectacle et il y a près d'une 50aine d'exécutants sur scène. Voilà, donc rendez-vous jusqu'au 5 mai prochain à l'Atrium pour cette biennale de danse. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Et de la culture, on passe au sport avec d'abord la 13e édition du Tour cycliste junior de la Martinique. La première étape cet après-midi au Robert, entre le Robert et Sainte-Marie, 75 km. Le résumé de cette première étape avec Karel Chassol et José Lechertier. C'est sous un ciel menaçant que les 64 coureurs de cette 13e édition du Tour Junior s'élancent. Et dès le départ, Loïc Chabrel de la POJ place la première accélération. Mais ce n'est qu'un feu de paille, il est rapidement repris par le peloton. Au François, Luca Pagny de la sélection d'Île-de-France s'extirpe du peloton. Il est pris en chasse par Florian Saint-Louis du Madina Bikers, Fabien Erdual de la JC 231, Malik Balustre du VCF, Xavier Célestine de la POJ et Lionel Sina de l'entente VCR-PP. Florian Saint-Louis accélère encore et après 4 croisés, il effectue la jonction avec l'homme de tête. Au Saint-Esprit, le duo a 35 secondes d'avance sur un groupe de contre-attaque composé de 18 coureurs. Après la côte de Saint-Laurent, 6 hommes sortent de ce groupe. Ils font la jonction avec les hommes de tête au François. Leur avance oscille désormais entre 30 secondes et 1 minute 30. À Augrain, le groupe de tête grossit encore. Pierre Elliott de la sélection d'Île-de-France et Malik Balustre du VCF l'intègrent. On aborde alors la 3e difficulté de l'après-midi, la côte de l'Estrade. Comme il fallait s'y attendre, les attaques se multiplient. Résultat, le groupe de tête explose. Ils ne sont plus que 2 au sommet. Elliott Pierre de la sélection d'Île-de-France et le sociétaire du Madina Bikers,
Florian Saint-Louis. Un duo rejoint par Malik Balustre juste avant la ZAC du bac. Dans la rocade de Trinité, Lucas Pagnier de la sélection d'Île-de-France effectue lui aussi la jonction. Ce n'est pas le cas de Jordi Joseph Auguste qui a quelques mètres de retard. Ici, dans les derniers kilomètres, Pagnier est décramponné. Ils sont 3 à se disputer la victoire. Florian Saint-Louis du Madina Bikers s'impose au sprint devant Elliot Pierre d'Île-de-France et Malik Balustre du VCF. J'ai bien préparé ce tour. J'ai vraiment fait tout ce qu'il fallait. Je mangeais bien, je me suis bien alimenté. Après, je me suis bien hydraté aussi. Et voilà, le travail paye. Et je suis très content d'avoir gagné ici. J'ai trouvé que c'était un parcours assez sélectif, avec des très beaux paysages. Dommage que la pluie vienne gâcher les beaux paysages, parce que vraiment c'était un pur plaisir de rouler ici. J'ai adoré. Je pense qu'honnêtement on a plusieurs cartes dans l'équipe, avec Lucas Pagnier qui fait un peu derrière. Il y a certes de belles bosses, mais beaucoup de plats, enfin de plats entre guillemets, parce qu'ici il n'y a jamais de plats en Martinique. Et je pense qu'on peut remporter une victoire d'étape aussi avec notre sprinter. Ils sont sortis au niveau des 4 croisés. Moi, je me suis dit que si je sautais dans la montagne, ils allaient savoir ça. Donc, j'ai un peu imité les professionnels. Donc, j'ai attaqué dans la descente de Bois-Rouge. Et je sportais avec un Guyanais. Et on est rentré au niveau de Augrain. Et à Augrain, j'ai demandé à mon directeur sportif, Jacques Lesbach, qu'est-ce que je devais faire. Il m'a dit de gérer et de ne pas prendre le maillot aujourd'hui parce que la course est encore longue. Un 13e tour cycliste de Martinique qui a très bien commencé avec de la pluie. Bon, on dit la pluie, donc c'est aussi, ça fait partie du temps, hein, mais une très très belle étape avec une course animée dès le départ, dès la sortie du Robert. Dans Chopot déjà, on voyait les premières escarmouches avec notamment Florian Saint-Louis du Madina Bikers, mais aussi Lucas Pagnier d'Île-de-France. Ces deux coureurs-là ont fait très forte impression. C'est une compétition qui est bien partie, avec une épreuve qui a été très vite malgré ce temps. Donc demain, à mon avis, on verra encore ces jeunes coureurs de 17-18 ans faire encore le spectacle sur la route demain matin. Florian Saint-Louis partira en jaune demain pour la deuxième étape longue de 103 km entre le Robert et Ducos. Le départ sera donné à 9 h, direction le François, puis Ducos, le Lamentin, Ducos, Rivière-Salée, les Trois-Îlets, les Anses d'Arlet, le Diamant, Rivière-Salée, Sainte-Luce, Rivière-Salée, Ducos, le Lamentin et une arrivée à Ducos. Sport toujours, et en plus du cyclisme ce week-end, il y aura également la suite du tournoi international junior de tennis de Martinique, les finales des playoffs en basket comme en volleyball, comme en handball, et la suite notamment des championnats d'handball et notamment de football en régional 1. L'agenda sport signé Karel Chassol. Temps fort dans ce week-end en tennis, épilogue du tournoi ITF Junior demain au Diamant. Chez les filles, la finale du simple est prévue à 15 h, suivie de la masculine à 17 h. Les finales de double auront lieu dans la foulée. Autre temps fort en basket, troisième et peut-être dernier match des finales des playoffs ce soir au Palais des Sports de Rivière-Salée. Chez les femmes, après ces 2 victoires, la Gauloise tentera de conclure ce soir 19 h face au Golden Lion. Chez les hommes, même cas de figure pour le Golden Lion aux dépens du Wax. Une troisième rencontre prévue, elle, à 21 h. En volleyball également, on joue les finales des playoffs. Chez les femmes, elles opposeront le champion en titre, l'Espoir, au Rayon. Première finale demain 19 h et deuxième dimanche à compter de 16 h. Au masculin, on aura droit à un Espoir RCA. Premier match demain 21 h et deuxième dimanche 18 h. Toutes ces rencontres se dérouleront au Palais des Sports de Rivière-Salée. En handball, on joue ce week-end la 18e et dernière journée du championnat de pré-national. Chez les femmes, 3 matchs au menu ce soir, 20 h. Aiglon, RC Lorrain au Lamentin, UJ Redoute TS Franciscain à Corridon et surtout le choc, Entente AS Mondes Gauloise USC Citron avec un parfum de Poule des As. Suite de cette journée demain, 19 h. Chez les hommes, 2 rencontres sont prévues ce soir. Tout d'abord à 20 h 30, éveil de carabine étoile de Gondo au Lorrain. Puis à 21 h 30, Gauloise USC Citron au Palais des Sports de Trinité. Demain, 3 matchs refermeront cette dernière journée de championnat à 19 et 20 h 30. En football, la 23e journée du championnat de Régional 1 débute ce soir 20 h par 4 rencontres. Aiglon RC Saint-Joseph au Lamentin,
Golden Lion Essor à Saint-Joseph, Good Luck Samaritaine à Pierre-Aliquer et RC Rivière Pilote CS15 Pilote à Ancamé. Suite de cette journée demain à 16h avec 2 matchs et un à partir de 19h. Chez les femmes, victorieux de la demi-finale allée des playoffs, le RC Saint-Joseph et le club franciscain abordent sereinement le match retour. Les rencontres sont programmées demain à 19 et 21h au stade de Petit-Bourg. Direction la mer, nos yoleurs seront dimanche sur le plan d'eau de Sainte-Marie à l'occasion de la 4e journée du championnat. Les festivités du Grand Prix du Tombolo sont prévues à partir de 9h. En natation, 2 rendez-vous sont au programme ce week-end. Un natathlon demain 17h30 à la piscine communautaire de la CASEM, puis dimanche 9h à Shellshare, mais aussi un challenge de natation artistique dimanche 10h au Lamentin. Sport en bref, pour conclure, il y aura également du tir avec les quarts de finale de la Coupe de Martinique, ainsi que la gymnastique avec les championnats Antilles-Guyane. Voilà pour le sport, c'est l'heure de retrouver votre JT des communes. Votre JT des communes est ce soir une rencontre avec Régine Sainte-Foy qui fête ses 21 ans de musique, cette chanteuse de jazz originaire de Shellshare. Elle a notamment sorti un dernier album hommage à Henri Depps et Patrick Saint-Éloi, rencontre signée Hubert Bornil et Valérie Vincent. C'est dans un magnifique hôtel de la place face à la savane qu'on a eu la chance de rencontrer Régine Sainte-Foy. Ça fait déjà une 20aine d'années de carrière pour cette jeune Martiniquaise qui aime le jazz. Hein. Je crois que je ne me trompe pas. Hein. Absolument. Voilà. Special dedication for Mr. Jimmy Caldwell, Jazzman of America. Buenos dias, Cuba, yo habla español. Régine Sainte-Foy a eu à côtoyer beaucoup de grandes pointures dans le monde de la musique. Cette chanteuse et compositrice est passionnée de jazz. Elle chante souvent en anglais ou en espagnol. Sur son dernier CD, on retrouve des titres comme Stay With Me, Baby Love ou encore Kiss Love. Oh, you are the lover in my life. With you, I'll be with you. Je me suis essayée un peu dans le zouk. Et j'avais eu l'occasion de rencontrer Luc Léandry, qui est de la Guadeloupe. Il m'avait fait une petite maquette. Ensuite, il y a eu Ronald Tull, qui m'a été présenté par Pipo Géantruc. Je ne me considère pas comme une énorme artiste, c'est-à-dire que j'ai toujours aimé la musique et j'ai ça en moi. Voilà, donc je continue mon petit chemin tranquillement. Amazing Grace. 21 années au service de la musique, cela se fête. Mais pour la scène, la chanteuse devra encore patienter. Ses prochains contrats sont prévus dans un mois à peu près. En tout cas, Régine, on a passé un excellent moment ensemble. On remercie encore cet hôtel de la place de nous avoir accueillis. Et j'ai retenu 2 morceaux de ton répertoire. You Are Not a Bad Boy et puis Travel Day Travel. Voilà. À découvrir. Voilà de quoi terminer ce journal en musique. C'est la fin de cette édition. Restez avec nous dans quelques instants. On va retrouver Régine Germani pour Antilles Pays. À tout de suite.